Et je crois que c'est parti. Ah, 31 personnes connectées. Voilà un bon début. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 5e talk de Comment relatif à l'économie positive. Les salariés veulent entrer dans la course. Euh, Nous allons échanger pendant 1h30. Deux, trois petites règles pour nos amis participants. Il y a deux onglets que vous allez trouver sur la droite. Une qui est liée aux questions, toutes les questions que vous vous posez et que vous souhaitez voir adressées. Vous pourrez les consigner dans la partie questions et non pas dans la partie chat, idéalement, sinon ça va être compliqué pour nous de suivre. Si vous pouvez les mettre dans questions, c'est parfait. Et une partie sondage, on va vous poser des questions au fur et à mesure des thématiques que nous allons dérouler pendant 7h30. Mais avant toute chose, on va contextualiser un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. En partenariat avec l'Institut de l'économie positive, il a été réalisé une enquête sur la perception des salariés français de l'économie positive et dont les résultats sont tout particulièrement intéressants et encourageants pour les entreprises. Aujourd'hui, 87% des salariés du secteur privé en France sont prêts à s'engager dans l'économie positive. Et dans un monde où l'engagement social des entreprises a tendance, on l'a vu récemment, à se substituer à celui des gouvernements, l'engagement citoyen peut aujourd'hui s'incarner à la fois via la place qu'on devrait lui laisser de façon concomitante à celui de professionnel, mais aussi parce que les entreprises laissent de plus en plus de place à cet engagement. Alors, comment faire de s'engager une force pour l'entreprise? Comment faire que les collaborateurs s'engagent toujours mieux et leur laisser à la fois les conditions matérielles, organisationnelles et culturelles pour y parvenir? Quelles actions mettre en place pour engager l'ensemble des collaborateurs? Et aussi, quels bénéfices pour la marque employeur et pour l'attractivité de l'entreprise? Pour répondre à ces questions aujourd'hui, et bien d'autres, car n'hésitez pas à les poser, je vous présente Elodie Roustarucci, bonjour. directrice de la communication de Cdiscount. Bonjour Elodie. Je vous présente Claudine Pagon, Bonjour. directrice générale déléguée de l'agence InSign sur les sujets de RSE et d'économie positive. Et Suzanne Castel. Bonjour. Bonjour Suzanne. Directrice générale déléguée de l'agence InSign, qui est spécialiste des sujets liés à la marque employeur, responsable de la communication interne et des sujets de transformation au sein de l'agence. Parce que l'économie positive, il est aussi question, d'un point de vue culturel, de transformation. Avant toute chose, mesdames, je vais vous poser une question à chacune d'entre vous. Elodie d'abord, quelle est votre définition aujourd'hui de l'économie positive? Comment vous pourriez expliquer aujourd'hui l'économie positive avec vos propres mots? Je pense que l'économie positive, cela veut dire que l'essor et la performance ne doivent pas se faire au détriment des enjeux environnementaux et sociétaux, et au contraire, ça peut les augmenter, et que l'entreprise peut être moteur de ces changements qui sont bénéfiques et qu'ils soient environnementaux ou sociétaux. L'entreprise est au cœur de la société, donc elle doit être aussi moteur de ces changements positifs qui sont bénéfiques pour la société dans son ensemble. Très bien, merci. Claudine, ta définition aujourd'hui de l'économie positive en quelques mots? Alors pour moi, l'économie positive, c'est effectivement produire de la valeur, c'est ce que font les entreprises, avec comme objectif et comme mission et comme rôle d'avoir un impact positif sur tout l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a une prise en compte d'un écosystème global et de toutes les parties prenantes. Il ne s'agit pas uniquement de l'entreprise et des salariés, mais aussi plus globalement d'engagement sociétal auprès de la société civile, entre autres choses. Suzanne, en quelques mots, ton point de vue? Eh bien, en complément, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est un ensemble, on va dire, d'activités ou d'actions qui ont effectivement, enfin, qui doivent être génératrices de valeur, parce qu'à un moment, une économie, on s'y intéresse, elle a un impact si ça génère de la valeur, et dont la résultante n'est pas justement uniquement, comme tu disais, Elodie, juste drivée par le sujet de la performance financière ou économique. En revanche, je pense que très important, c'est que ça ne s'oppose pas pour autant à des sujets de top line, comme adorent dire nos financiers, donc de croissance, et ou de rentabilité. Voilà, je pense que ça a tout à fait sa place avec ces deux éléments-là. Et finalement, la distinction qu'on peut faire par rapport à l'économie traditionnelle, c'est, je pense, l'intention associée justement à ces actes ou à ces décisions
qui doit avoir une finalité justement vertueuse pour la société. Quand je vous entends, il y a quand même un enjeu de temporalité qui n'est pas de s'inscrire uniquement dans le temps court, mais justement aussi de savoir concilier le temps court et le temps long. Très bien. Alors, sur le premier thème aujourd'hui, on va parler du résultat donc de l'enquête qui a été menée avec l'Institut de l'économie positive. Et les entreprises aujourd'hui sont considérées à 89% comme légitimes pour mettre en place des actions pour passer à l'économie positive. Très chers participants, dans l'onglet sondage va apparaître dans quelques instants, magie de la technologie, en tout cas je l'espère, une première question à laquelle nous souhaiterions que vous répondiez. Normalement, un petit point rouge devrait apparaître à côté de l'onglet sondage lorsqu'elle sera disponible. Ce que je te propose, Claudine, c'est peut-être de nous partager ton écran et de nous présenter les principaux résultats aujourd'hui qui vont impliquer à la fois le rôle sociétal de l'entreprise dont on a parlé tout à l'heure et le fait d'inscrire aussi dans sa raison d'être ces engagements relatifs à l'économie positive. Très bien. Alors, je vous partage mon écran que vous devez voir. C'est tout bon. Donc, quelques mots sur cette étude en introduction. Donc, c'est une étude qui a été menée par Opinionway, une enquête en 2 temps, parce qu'on a commencé à interroger les salariés avant le Covid, fin 2019. Là-dessus, épisode Covid. Donc, il nous a paru important de refaire une série de questions après le Covid, donc mi-mai, pour savoir si les résultats qu'on avait pu avoir dans la première partie de l'enquête avaient été changés. Vous verrez que finalement, pas plus que ça. Donc, cette enquête Opinionway, nous l'avons réalisée en partenariat avec l'Institut de l'économie positive, qui a pour mission, l'Institut de l'économie positive a été créé par Jacques Attali, avec l'ambition non seulement de faire du plaidoyer pour développer l'économie positive dans le monde entier, pas que dans notre pays, c'est international, mais également de mener des actions concrètes auprès des entreprises, mais auprès des collectivités, auprès des États, des gouvernements, etc., pour vraiment faire changer notre économie et enclencher ce mouvement. Donc, plusieurs parties dans l'enquête. Qu'est-ce que l'économie positive? Qu'en pense-t-il? Et puis finalement, comment on pourrait la mettre en place? Donc, je vous livre la définition qui a été donnée aux personnes qui ont été interrogées et qui est la définition que l'Institut en particulier de l'économie positive donne. L'économie positive, une économie au service des générations présentes et futures, qui favorise une croissance responsable, socialement juste et respectueuse de l'environnement. Donc, dans un premier temps, quand on a interrogé nos salariés français, on ne leur a pas donné la définition, on était sur du spontané. Donc, est-ce qu'ils connaissaient l'économie positive? Et réponse qui ne nous a pas trop surprise, évidemment, ils sont la moitié, un peu plus même de la moitié, à penser ne jamais avoir entendu parler de l'économie positive. Donc, ce chiffre est important et on leur donne la définition et cette fois-ci, c'est là où les résultats sont encourageants. Une fois qu'on donne la définition et qu'on leur demande est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'une transition vers l'économie positive en France, on voit un plébiscite très net de la part des salariés. Donc, plébiscite avant et le plébiscite également après, peu de changements finalement avec l'épisode Covid. Donc ça, ce sont les chiffres principaux. Quand on rentre dans les détails de l'étude, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette notion d'économie positive, telle que nous l'avons présentée, c'est une notion qui est largement partagée. Ce n'est pas quelque chose ni d'intello, ni de bobo, ni d'écolo, mais Opinionway n'a absolument pas pu faire des catégories qui étaient beaucoup plus favorables, que ce soit selon l'implantation géographique, le métier à l'intérieur de l'entreprise, le secteur d'activité, etc. Donc quelque chose d'assez transverse. Donc ça, c'est important parce que ça veut vraiment dire
que la prise de conscience a gagné l'ensemble de la population. Et deuxième phase de questions, forcément, on leur a demandé que par rapport à ce que nous avions vécu et que nous étions même encore en train de vivre avec le Covid, est-ce que vous pensez que ça peut encourager la transition vers une économie positive? Et là aussi, net plébiscite avec 91% des gens qui pensent oui tout à fait ou oui plutôt. Et puis, dernière question, c'est cette notion de l'entreprise qui arrive en tête des acteurs légitimes pour mettre en place des actions pour passer à l'économie positive. Donc, c'est bien, mais je vous livre un signal faible qu'on a noté quand on rentre plus en détail dans les chiffres, c'est que les moins convaincus sur ce sujet de l'entreprise, eh ben, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui clairement doutent de la capacité de l'entreprise à faire changer les choses. Donc, c'est sur ce sujet, mais je pense qu'on le voit tous aujourd'hui dans nos entreprises avec les jeunes générations qu'on côtoie. Il y a moins de confiance sur la capacité de l'entreprise. Donc, je pense que ce résultat est à méditer pour nous tous qui sommes dans nos entreprises engagées et particulièrement sûrs du rôle de nos entreprises. Merci beaucoup, Claudine. Alors, ça pose un sujet qui est très intéressant et ça me fait une transition parfaite avec Suzanne, parce qu'il y a forcément du coup des enjeux et de transformation. Aujourd'hui, selon toi, Suzanne, quelles sont les méthodologies ou quelles sont les actions prioritaires autour de ces démarches? Alors, Mika, je suis désolée, ça a coupé. Quelles sont les actions prioritaires? Et quelles sont les actions et la méthodologie, selon toi? Quelle est la méthode et les actions prioritaires, selon toi, à mener pour favoriser la transition des entreprises et l'engagement des collaborateurs positifs? Ok. Bah, je pense que déjà, il y a une première action qui est, qu'on reverra un peu plus tard après derrière dans les résultats aussi, mais qui me semble assez essentielle, c'est déjà le fait que ce soit porté et revendiqué par le ou la dirigeant et le comité de direction. J'ai assez peu confiance sur la capacité de l'organisation aussi créative soit-elle, de pouvoir réaliser vraiment des choses si à un moment on n'a pas un patron ou une patronne qui sont vraiment acteurs et moteurs de cette démarche. Donc ça, c'est une condition un peu sine qua non. C'est un peu dommage au final, mais en même temps, c'est la réalité. On n'est pas dans une association, on est bien dans une entreprise, et je pense que c'est un premier point. Ensuite, moi, ma conviction personnelle, c'est juste que je suis je suis profondément convaincue qu'aujourd'hui, justement, là, les entreprises ont un rôle primordial dans la société dans laquelle elles agissent. Et je pense que du coup, notre job à tous, soit en tant que communicants, soit d'ailleurs en tant qu'acteurs, dirigeants d'une entreprise, c'est de faire en sorte de pouvoir justement faire émerger toutes ces attitudes, toutes ces volontés, ces envies, ces motivations profondes justement pour pouvoir favoriser une économie qui soit positive. Après, sur les modalités, je pense qu'il faut, comme d'habitude, faire un peu les choses dans l'ordre et donc, du coup, s'appuyer sur justement des approches et des méthodologies qui ont fait leurs preuves. C'est un moment repartir du terrain, c'est poser un diagnostic, faire un audit à la fois, je trouve, et de la perception aussi des parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire ne pas simplement se regarder nous dans notre nombril, mais bien aussi aller chercher du coup le point de vue des fournisseurs, par exemple de vos banquiers, de vos actionnaires si vous avez des actionnaires. Mais voilà, vraiment auditer l'ensemble des parties prenantes, bencher. Évidemment, bencher, c'est aussi extrêmement structurant. Donc, regardez ce que font les acteurs de votre secteur, mais aussi ceux qu'on peut considérer comme des best performers qui n'ont rien à voir avec votre secteur d'activité, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant dans le bench, c'est d'aller s'inspirer. Et puis, et c'est Claudine qui pourra en parler bien mieux que moi, mais aussi regarder justement sur des certifications aujourd'hui qui sont des vraies références. Quels sont les critères, quels sont les éléments qui sont justement des points, oui, de référence sur lesquels on peut se comparer. Ça, c'est une première brique. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième étape cruciale, c'est de pouvoir mobiliser, mettre autour de la table votre COMEX ou votre CODIR, quelle que soit votre organisation, et puis vos collaborateurs évidemment, pour
écrire, en tout cas donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent. Je pense que la notion du volontariat est essentielle là-dedans. À tous ceux qui le souhaitent de pouvoir justement participer, produire, écrire justement soit cette raison d'être, soit du coup cette intention d'une économie plus positive. Et puis sur la base de justement à un moment d'une phrase assez simple qui nous explique le pourquoi, quelle est l'intention réelle là-dessous, travailler ensuite sur le concrètement, comment on met ça en œuvre. Et je pense que c'est là où il faut être à la fois très lucide, humble, et du coup remettre à plat aussi l'ensemble des preuves dont on dispose aujourd'hui ou qui vont être à créer. Et sur les preuves ensuite derrière de pouvoir effectivement les classer entre celles qui sont différenciantes, non différenciantes, incarnées ou non de cette raison d'être, etc. Voilà, donc je pense que du coup la base c'est déjà le volontariat, deux du coup donner la possibilité à tous vos collaborateurs, quel que soit le niveau hiérarchique, l'ancienneté ou non, de participer. Et ensuite, et je terminerai là-dessus, qui est aussi essentiel pour que ça fasse pas du bullshit et juste le mauvais effet shit, c'est que c'est dans le temps. Voilà, il faut qu'on ait des porteurs de projets, tout comme on a des PIO de tous nos projets structurants stratégiques dans une boîte. Il faut qu'on ait des PIO pour ces actions-là qu'on décidera de mettre en place. Très bien. Donc ça passe par l'exemplarité du dirigeant et du board, première chose dans ce que j'ai entendu, l'intelligence collective et l'engagement de tous, quel que soit l'échelon hiérarchique, et inscrire ça dans le temps long et dans l'épreuve. Merci. Élodie, normalement je suis censé servir à ça. Élodie, justement, parlons de preuves et d'exemples au sein de ces discounts. Est-ce que tu as quelques exemples à nous partager aujourd'hui, des exemples concrets qui font que cette raison d'être se transforme en raison d'agir en quelque sorte chez vous? Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Suzanne, il y a plusieurs choses. D'une part, je suis complètement d'accord, il faut qu'il y ait une impulsion qui vienne du haut. Il faut que ce soit une conviction au sein de la direction, CODIR, COMEX et PDG ou DG en fonction de l'organisation. C'est le cas chez Cdiscount et évidemment que ça porte. Et puis, il y a aussi la conviction des salariés qui sont des citoyens également. Et je dirais que chez Cdiscount, on a aussi, comme le disait Suzanne, il faut faire un constat. Et le constat se faisait peut-être tous les jours aussi dans certains champs de notre activité. Et je pense notamment à la logistique. Dans le secteur du e-commerce, évidemment que la logistique est un pilier, c'est le deuxième moteur, c'est la deuxième jambe de l'entreprise. Et tous les jours, l'impact, par exemple environnemental au niveau logistique, était visible des collaborateurs qui étaient donc sensibilisés à ces questions-là. C'est pour ça que la preuve par l'exemple, elle s'est fait nous du terrain. Et en fait, le premier terrain d'action chez nous a été la logistique. Sachant en plus que le e-commerce est un secteur qui croît à peu près de 10 à 15% chaque année. Ça veut dire chaque année plus de colis et de camions sur la route. Donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et donc, nous, on a voulu réfléchir à la réduction de notre impact environnemental sur la totalité de notre chaîne logistique. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que ce sujet n'a pas été porté par les fonctions support ou juste la personne qui s'occupait de la RSE, parce que ça pourrait être le cas. Non, ce qui est important, c'est que ça a été pris à bras-le-corps par les opérationnels. Et c'est ça qui est important. C'est les opérationnels au niveau logistique qui ont travaillé, qui ont intégré ces sujets-là dans des projets, qui ont fait qu'on a investi dans des machines 3D pour réduire l'emballage. Et donc, nous avons 5 machines 3D aujourd'hui qui réduisent de 30% le consommable de nos colis. Ça veut dire moins de vide dans les colis. Vous savez, la frustration quand on reçoit un colis avec un petit produit et puis ça bouge et on a un énorme colis. Ben, chez Cdiscount, c'est 85% des colis qui sont optimisés de cette façon grâce à cette machine. Mais c'est toute la chaîne, en fait. C'est le papier. On est allé voir les fournisseurs. Les opérationnels sont allés voir les fournisseurs pour négocier, avoir du carton recyclable, de l'encre végétale, c'est pas de l'encre, c'est de l'encre de soja qu'il y a sur nos cartons. Et puis jusqu'à après là, cette fameuse machine, c'est une solution. On a réfléchi, les opérationnels, les chefs de projet ont réfléchi à une façon de remplir les camions qu'on remplit désormais en vrac. Donc ça va jusqu'au toit du camion. Donc on réduit encore là le volume et ça fait 30% de camions en moins sur les routes à la fin. Donc, c'est vraiment sur toute la chaîne. Et puis après, ensuite, on a des camions électriques
et on prend le TGV, donc on est sur un transport vert. Donc c'est vraiment la chaîne logistique en globalité qui a été exemplaire. Ça a été le premier poste. Et ça a été un exemple aussi dans l'entreprise, puisque ensuite on en reparlera au niveau de la communication, mais on en parle, bien sûr en communication interne, mais ça se voit des collaborateurs. C'est une fierté et ça diffuse dans l'entreprise. Et ça permet aussi d'encore plus renforcer cette volonté d'agir. Là, j'ai parlé de l'environnement, mais bien sûr, il y a d'autres questions sur le sociétal. On pourra en reparler avec d'autres exemples, notamment à l'IT et l'accès des femmes, par exemple, au numérique, qui est aussi un sujet. Ce qu'on entend là, c'est qu'à l'instant, j'ai des bruits parasites. Non, oui, on ne t'entend pas très bien, Mika. Vous m'entendez là? Oui. Ok. Oui. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'à l'instar de l'écologie depuis quelques années en politique, aujourd'hui, c'est plus une question de verticale ou de spécialité, mais finalement, véritablement, une culture et quelque chose qui est beaucoup plus transversal qu'avant. Ceci nous amène d'ailleurs à la deuxième thématique. Aujourd'hui, on sent et on voit, selon les résultats de l'étude, que les salariés sont clairement prêts à s'engager. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Quels sont aujourd'hui les freins potentiellement culturels, organisationnels à l'implémentation de l'économie positive au sein des entreprises? Claudine, tu as quelques datas à nous partager à ce sujet? Allez, je partage. Voilà. Et je le remets en grand. C'est tout bon. Alors, première partie de l'enquête, on avait demandé l'avis aux salariés globalement sur l'économie positive. Pourquoi on s'est intéressé à nos salariés? Parce que, évidemment, les salariés sont les premiers bénéficiaires de l'économie positive. Mais ce qui nous a intéressés, c'était de se dire bénéficiaires, c'est bien, mais est-ce qu'ils sont prêts à être acteurs? Parce que ça ne se fera qu'avec eux, pour eux, mais aussi avec eux. Donc, vous allez voir que c'est important parce que ces salariés, eh bien, ils sont prêts à s'engager. Donc, on retrouve ce chiffre plébiscite de 92%, sur une autre question, mais le résultat est le même, qui montre bien qu'une large majorité des salariés du secteur privé sont favorables pour que leur entreprise, là on n'est plus en général sur la société, leur entreprise dans laquelle ils vont tous les matins travailler, s'engage. Ce qui est important aussi, quand je vous parlais de courant de fonds, c'est que ces réponses n'étaient pas corrélées à des gens qui étaient plutôt pour l'économie positive au départ ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand on leur demande, quel que soit leur âge, leur CSP, leur métier dans l'entreprise ou leur secteur d'activité, quand on leur pose cette question sur leur entreprise, ils sont tous à 92% pour. Et par contre, c'est là où c'est un peu moins bien, c'est que quand on leur dit, bon, alors vous êtes pour, super, et votre entreprise, est-ce que vous estimez qu'elle est engagée? Eh bien non, à 54%. Donc, il y a du chemin, il y a des choses à faire. Ils sont honnêtes, c'est-à-dire qu'à 74%, ils nous disent que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. On a des salariés qui sont responsables, qui sont engagés et qui comprennent bien ces éléments. Et quand on leur demande, là on parlait de leur entreprise, vous personnellement, est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans votre entreprise, dans votre job, etc. Eh bien, alors on n'est plus à 92%, on n'est qu'à 87%, mais le chiffre est quand même excellent et montre cette volonté d'avoir des gens qui s'engagent dans cette notion d'économie positive. Évidemment, l'idée qui s'impose, qu'on vous a noté, c'est que si le salarié, au départ, avait répondu qu'il connaissait bien l'économie positive, le tout à fait dans l'engagement était bien entendu supérieur. Donc, des salariés prêts personnellement à s'engager, et Suzanne, c'est toi qui en parlais, ils attendent de leurs dirigeants qu'il impulse la stratégie et ils attendent qu'il impulse et ils sont prêts à dire tu vas impulser mais je serai derrière toi pour te suivre et pour faire avec toi. Là aussi, petit bémol sur nos jeunes qui sont eux un petit peu moins d'accord
Pareil, parce que je pense que ils ont un petit peu moins confiance dans l'entreprise, peut-être dans leurs dirigeants. Moins de connaissances aussi potentiellement. Oui, c'est moins de connaissances du monde de l'entreprise et de ce qu'il s'y passe véritablement. Oui, c'est possible. C'est possible. Et puis, en ce qui concerne les freins, donc ils attendent que le dirigeant impulse. C'était quand on posait la question pour vous, quels sont les freins à l'économie positive dans votre entreprise, le dirigeant arrivait également en première position et en deuxième position arrivait le levier financier qui signifiait que dans la tête des salariés, c'était cher de passer à l'économie positive et que c'était pour ça qu'on ne le faisait pas. Donc, et ça, je crois que c'est vraiment le vrai sujet, c'est que si on veut y arriver, il faut absolument qu'on trouve les moyens, les leviers de prouver que s'engager vers l'économie positive, c'est rentable à court, moyen et surtout long terme. Et je crois que tant qu'on restera avec cette idée que s'engager dans l'économie positive, c'est cher et que ça rapporte rien, je caricature, on aura du mal. Et pourtant, il y a de nombreux exemples, et on va en parler, je pense, après, qui prouvent cette corrélation entre, oui, une entreprise peut se développer, être performante et être dans une logique d'économie positive. Et potentiellement, de ce que moi j'ai entendu aussi, c'est qu'il est moins question de ressources financières que de ressources humaines et de laisser le temps aussi aux gens de pouvoir s'organiser et d'agir en conséquence. Élodie, là-dessus, par rapport à ton expérience au sein de l'entreprise, comment les salariés ont boosté le mouvement? Est-ce que tu y as vu une initiative top-down? Est-ce que tu as vu au contraire des choses qui sont arrivées d'en bas pour remonter? Tu nous le partageais tout à l'heure un peu. Tu peux développer sur le sujet? Oui, ce que je disais tout à l'heure sur la logistique, par exemple, ce sont les opérationnels, donc les personnes qui sont sur le terrain, qui voyaient tous les jours les camions partir ou les colis grands. Il y avait aussi, bien sûr, le retour des clients aussi, ça on en reparlera, mais c'est important pour l'image de l'entreprise et notamment dans le commerce. Donc, il y avait aussi cette vision du terrain. Donc, entre la conviction qui vient du haut et le constat qui vient du terrain et la conviction aussi des collaborateurs, on s'est retrouvés pour mener des projets. Et donc, dans l'organisation, il faut effectivement que dans les équipes, on organise on mène un projet. Et là, en l'occurrence, si je prends la logistique, donc ce sont plusieurs projets qui ont été menés par les opérationnels, mais qui ont été dédiés à ces projets-là de développement. Et pour rebondir à ce que disait Suzanne, Claudine, effectivement, c'est de l'investissement. Quand on investit dans des machines 3D, c'est un coût important, mais il y a un résultat qui est profitable et qui est même rentable pour l'entreprise, puisqu'on diminue le consommable. Donc, il y a une économie qui se fait. Et donc, oui, je reviens à ce qu'on disait au départ, la performance, puisqu'en plus, il y a de la productivité, ces machines vont plus vite. La performance, la productivité est compatible avec un essor qui est compatible aux enjeux environnementaux. Ça va de pair. C'est économique et c'est écologique. Donc oui, on peut travailler dans ce sens-là et ce sont des équipes projets qui ont mené ça à différents pôles de l'entreprise. Et pour rebondir aussi également sur l'âge, alors nous, chez Cdiscount, on a une moyenne d'âge assez jeune. Donc, on a des nouveaux collaborateurs ou des collaborateurs qui ont une moyenne d'âge autour de la trentaine, qui sont mobilisés et qui ont à cœur de participer à ces projets qui font avancer l'entreprise dans la société. Alors, je parle beaucoup d'écologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a également d'autres sujets sur l'intégration. Je disais des femmes dans le numérique ou la lutte contre la fracture numérique quand on va dans des collèges, par exemple, pour parler du numérique aux enfants. Ce sont des collaborateurs qui vont dans ces collèges ou qui reçoivent chez Cdiscount les enfants pour sensibiliser au code, à la data, puisque c'est important aussi d'ouvrir à tout le monde ce secteur. Donc, on voit que les collaborateurs sur le terrain sont très mobilisés et une dernière petite anecdote, oui, ça peut venir du terrain, puisque du terrain est venu chez Cdiscount la création d'une Green Team. Donc, ce sont des collaborateurs qui ont créé
une équipe qui lance des challenges aux collaborateurs. Alors, ça va être 15 jours avec une gourde ou avec venez à vélo pour sensibiliser de l'intérieur les collaborateurs à un moyen, aux nouveaux modes de consommation et aux nouveaux usages plus responsables. Merci beaucoup pour ce témoignage. On entend Suzanne depuis tout à l'heure parler beaucoup justement de collaboration, d'intelligence collective. J'ai entendu parler tout à l'heure de PO, de Product Owner de ta part. Quel est l'impact pour toi aujourd'hui de ce genre de méthode dans la bonne implémentation de cette économie positive? Écoute, l'impact, il est positif, sans aucun mauvais jeu de mots. Il est positif, en fait, tout simplement parce que je pense qu'à la base, il faut qu'il y ait une croyance profonde qui est de l'ordre culturel. C'est que aujourd'hui, pour moi, enfin, en tout cas, ça n'engage que moi, mais je pense que il y a plein de gens qui se retrouvent derrière ça. C'est que je pense que le savoir, il est totalement partagé dans l'entreprise. Comme Elodie, ton témoignage, il est juste parfait pour ça. C'est de se dire qu'à un moment, effectivement, ce sont les équipes au plus près de l'acte qu'elles étaient en train de réaliser qui d'elles-mêmes ont trouvé la solution pour, du coup, favoriser une économie ou en tout cas une action qui soit plus positive. Donc déjà, je pense qu'il y a vraiment un sujet de culture qui est extrêmement fort et aujourd'hui, les boîtes doivent plutôt favoriser cette idée que finalement la bonne idée peut vraiment venir de partout, que l'on soit stagiaire, que l'on soit du coup dirigeant ou autre, ça vient de partout. Le deuxième point ensuite, c'est que c'est un sujet organisationnel. Quand je dis ça, c'est que il y a quand même, il y a le vouloir, le penser, la culture que j'évoque à l'instant, et ensuite il y a le pouvoir. Et ça, notamment, Mika, pour rebondir sur ta question, je pense qu'effectivement, le fait de pouvoir favoriser des temps de partage, d'intention avec justement des ateliers collaboratifs, etc., c'est une des possibilités. Après, derrière, pour moi, dans la dimension organisationnelle, c'est aussi comment on crée des temps disponibles qui peuvent être inscrits dans l'agenda de tout collaborateur. Type, je sais pas, on prend l'exemple de L'Oréal avec le Citizen Day, qui est un jour dans l'année bloqué où tous les collaborateurs ont la possibilité de passer une journée entière payée par l'entreprise évidemment et de mener une action du coup de mécénat ou autre. Et je pense ensuite aussi il faut aussi intégrer la dimension employeur, marque employeur notamment évidemment. Et je pense que ce qui est toujours intéressant, c'est que il faut aussi donner la possibilité à chaque collaborateur d'agir à sa façon avec on va dire la manière, l'action qui va lui correspondre le plus. Pour certains, ça va être, par exemple, effectivement, de se dire, à un moment, je vais revoir le process d'organisation sur lequel moi j'agis, parce qu'en fait, je pense qu'on peut mieux faire, etc. Très bien. Pour d'autres, ça va être de, par exemple, partager leur métier, faire du mentorat. Pour moi, faire du mentorat, ça rentre totalement dans cette idée aussi d'économie positive. Et en fait, du coup, dans cette logique d'intelligence collaborative ou cette logique de collectif, je pense qu'un élément essentiel, c'est vraiment de se dire, laissons la main aussi aux équipes qui vont, voilà, je veux dire, on est tous des adultes quand on travaille en entreprise, faisons confiance, voilà, laissons la liberté à chacun de pouvoir proposer et du coup être moteur de l'action parce qu'on le sait très bien, on réalise rien de mieux que quand on est nous-mêmes complètement fans de l'idée. Donc voilà, et enfin j'ajoute un dernier point aussi qui est je pense très important et dans cette notion d'intelligence collective, c'est comment une organisation aussi favorise la remontée et le partage d'idées. On l'a vu, je veux dire, ça date pas d'hier, ça fait longtemps. Je crois que c'était Vinci qui avait été assez précurseur aussi de ça à l'époque, dans l'idée de se dire, chaque année, on organisait justement un concours pour favoriser la proposition d'idées, d'amélioration continue, etc. Bon, c'est pas nouveau. En revanche, aujourd'hui, on peut tous se dire que c'est pas du tout appliqué dans 100% des boîtes qui existent en France et ailleurs. Donc, je pense qu'on a une belle progression aussi à faire là-dessus, en donnant vraiment aussi des moments. Et ça, encore une fois, ça passe par soit des ateliers, soit par plein d'autres leviers, digitaux ou non, pour pouvoir aussi redonner la main aux collaborateurs. Très bien. Merci beaucoup, Suzanne. Je fais un petit détour par le sondage. Et surtout, plus particulièrement sur la question, estimez-vous que votre entreprise est dans une démarche d'économie positive? Par rapport aux chiffres de Claudine que l'on a vu tout à l'heure, vous êtes à 92% tout à fait ou plutôt d'accord. Je vais partir du principe qu'il y a un biais, c'est que vous êtes des communicants, rassemblés, et que vous êtes censé être plus au courant des choses
que ne peuvent l'être peut-être d'autres collaborateurs ou d'autres salariés au sein de l'entreprise. Transition faite avec la thématique 3, où on va justement se concentrer maintenant plus particulièrement sur les métiers de la communication et sur la mission et le rôle de nos métiers dans ces process de transformation. Si vous êtes présent aujourd'hui, je suppose que vous êtes convaincu que les métiers de la communication ont un rôle absolument essentiel aujourd'hui dans le process de transformation. Suzanne, aujourd'hui, et plus particulièrement sur ta casquette de communication interne, aujourd'hui on est convaincu qu'elle a naturellement un rôle pivot, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans le détail à ce sujet? Sur le rôle de la com là-dedans, alors, moi je pense que… Et du change en fait, et de l'accompagnement au change, ouais. Finalement. Enfin, pas uniquement, mais en grande partie là-dessus. Ok. Ben, en fait, je pense que finalement, une manière de résumer un peu notre mission à nos communicants, on peut, enfin, en tout cas, moi, quand je réfléchis au sujet, je l'organise autour de il y a trois grands sujets, je pense. Il y a notre mission, notre job, c'est d'être un décodeur. Alors, un décodeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment, d'une part, clarifier la vision stratégique de l'entreprise et de montrer comment celle-ci est en corrélation avec cette volonté, cette intention d'économie positive, notamment. Donc ça, c'est un premier point, parce que finalement, trop souvent, on va avoir des plans strat au mieux bien organisés, bon, et ensuite des actions. Et en fait, finalement, du coup, ce qui nous manque, c'est souvent le lien et de comprendre comment la stratégie d'entreprise est en lien avec ses actions et ses intentions. Ça, c'est un premier point. C'est décodeur aussi parce que je pense que notre job de communicant, notamment interne, mais pas que, c'est aussi de faire connaître de manière extrêmement aussi claire que simple l'ensemble des possibilités qui sont offertes à nos collaborateurs, à nos fournisseurs, etc., etc. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, la deuxième, je pense que notre deuxième rôle, moi, je le regroupe autour de l'idée d'amplificateur. Donc là, on est sur la base de notre métier, hein, c'est prendre un message, faire en sorte qu'il soit connu de tous, de façon spécifique, évidemment, hein, on ne passera pas les messages aux mêmes personnes, mais en tout cas, c'est valoriser aussi les actions. Et je pense que ce qui est très important, c'est le triptyque et qu'on connaît tous, qu'on a tous appris à l'école, mais qui, ma foi, continue d'être absolument vrai, qui est le avant, pendant, après. Je pense que trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on communique sur l'intention, sur ce qui va être fait, et finalement, beaucoup trop peu sur ce qui a été fait et le suivi de ça. Or, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure au tout début, hein, c'est qu'on est sur un sujet de long terme, et si on veut pas raconter du bullshit et être vraiment dans l'action et aller au bout de nos idées, il faut absolument qu'on s'inscrive dans le temps long. Voilà. Et le dernier point ensuite, c'est celui de médiateur. Médiateur, c'est que je pense que voilà, quand nous on est à la com, être directeur de la com, c'est vraiment être à la croisée. Finalement, et encore plus sur la com interne, entre les RH, donc les people, la stratégie, et du coup, notre sujet à nous, c'est de favoriser justement le lien et l'interaction pour que justement les plus belles idées qui grouillent dans l'entreprise puissent vraiment éclore et voir le jour. Très bien. Ça me fait penser, je vais te demander à toi, mais je vais vous me demander à toutes les trois. On disait qu'on parlait beaucoup de ce qui allait être fait, mais assez peu de ce qu'il avait été en vérité. Ce qui pose souvent l'indicateur, et c'est pas un gros mot dans l'économie positive, je pense, de l'indicateur de performance. Quel KPI on peut véritablement mettre en place, quitte à le faire évoluer. Mais est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui ne manque peut-être pas un peu justement par rapport à tous les KPI que l'on mesure toute la sainte journée au sein des entreprises, mais qu'il y ait aussi des KPI sur le fait qu'on ait atteint nos objectifs dans ce sur quoi on s'est engagé à ces sujets-là. Du coup, moi, je suis évidemment totalement en phase. Hein, ça rejoint avec la définition que j'avais évoquée au tout début, cette notion de dire, il y a quand même cette notion de performance. Et d'ailleurs, on l'a tout dit. À un moment, on le sait très bien, pour avoir du crédit auprès de qui que ce soit dans l'entreprise et ailleurs, il faut qu'il y ait cette notion de performance. Et pour ça, il y a besoin de mesures. Et tu as raison, Mickaël, aujourd'hui, je pense que le sujet de la data, le sujet des références, il y a tout à construire. Et encore une fois, ça vient pas en opposition avec des logiques financières. Par exemple, on a un de nos clients, ILEC, qui lui, du coup, a mis un KPI général de son entreprise autour de l'économie justement de CO2 obtenue grâce à leur action. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça lui empêche pas évidemment d'avoir des logiques de rentabilité, de croissance, de développer son chiffre d'affaires, etc., etc. Mais du coup, il y a quand même un objectif commun qui est partagé et qui est le driver de tout ça.
Donc oui, après, derrière, sur les critères, il y a plein de choses. J'ai envie de dire, ce qui est très important, c'est que ce soit cohérent. C'est que je pense que les critères qu'on va suivre doivent être cohérents aussi avec le rôle que l'entreprise, avec ses collaborateurs évidemment, souhaite avoir dans la société. Pour certains, ce sera effectivement par exemple la notion de l'égalité homme-femme. On prend un basique, mais en même temps tant qu'on en parle, c'est qu'il y a besoin d'en parler. Donc ça pourrait être ça. Pour d'autres, ce sera effectivement une logique plus sur l'écologie. Pour d'autres, ça peut être vraiment sur la transmission des savoirs, etc., etc. Donc je pense que ce qui est juste clé, c'est l'alignement entre tout ça. Ok, super. Merci beaucoup. Elodie, en tant que DIRCOM de Cdiscount, ton avis sur à la fois l'impact de la com interne, de l'externe, de l'influence, et puis les logiques organisationnelles et les alliances, si tu me passes l'expression, que tu dois pouvoir mener aussi en change management en interne. Est-ce que les ponts sont évidents, fluides, nécessaires aussi d'ailleurs, avec les ressources humaines par exemple? Oui. Pour la com interne. Je pense pour la communication interne, c'est essentiel, c'est la base, les relations avec les RH. Pour rebondir sur ce que vient de dire Suzanne, plusieurs choses. Sur la partie communication interne, c'est essentiel de communiquer sur les actions. La concrétisation des projets. Ça, c'est fondamental. C'est vrai que dans une entreprise, alors chez nous particulièrement, il y a énormément de projets. C'est important pour les collaborateurs de savoir où on en est des projets, s'ils sont menés à bien. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance d'ailleurs chez nous à communiquer plus sur les résultats que sur les intentions. Et donc, on a régulièrement une communication interne sur les projets qui sont menés. On a même des pages dédiées, nous, dans le journal interne sur la question RSE, on va dire, au global, pour faire part de toutes les actions que nous menons à différents strates de l'entreprise. En plus, on a différents sites, donc il y a une question aussi de transmission de l'information, et je pense que c'est fondamental pour non seulement rendre fiers les collaborateurs qui participent à ces projets, et c'est vraiment un élément de fierté de participer à ces projets-là, et ça renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc c'est vraiment essentiel de communiquer sur ces projets en interne, et on voit que pour faire le lien en externe et sur les KPI, sur les communications sur les réseaux sociaux, c'est important également. Et on voit que sur les posts qui sont liés à ces thématiques-là, on a le plus fort taux d'engagement, par exemple. Sur les problématiques RSE, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn qui a un canal plutôt B2B, mais aussi un petit peu de communication interne, puisque les collaborateurs sont branchés sur ce réseau social. Les taux d'engagement sont les plus forts. C'est en général la prise de parole du PDG ou ces thématiques sur ces avancées de projet. Donc ça, c'est très important. C'est également le cas sur Twitter. Donc ça, en termes de notoriété pour l'entreprise, c'est important pour son image. Et ce qui est important, c'est ne pas tomber dans le greenwashing. C'est ça qui peut être l'écueil pour certaines, si on parle de l'écologie, qui peut être, ou ce que tu disais, pour reprendre ton terme, Suzanne, du bullshit. C'est pour ça que c'est tellement important et c'est toujours le cas en communication, c'est qu'on parle de faits. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et quand on parle de faits avec des chiffres, et j'en reviens au KPI, avec des chiffres qui sont mis en avant, c'est ce qui marche le plus. Et on sait l'importance du chiffre clé qui résonne et qui est facilement retenu. Donc, en communication interne et en communication externe, c'est important. Et puis, dans le cadre d'une entreprise comme la nôtre qui est du commerce, c'est évidemment important aussi pour le client. On sait aujourd'hui que le consommateur est de plus en plus sensible à cette notion d'entreprise engagée avec des convictions. La donnée écologique est très importante et de plus en plus importante, et peut-être qu'après cette crise, elle le sera encore. Les sondages sont un peu partagés. D'un côté, oui, et d'un côté, les gens disent bon, on va continuer un peu comme avant. Donc, on verra sur la durée également. Nous, chez Cdiscount, on est convaincus que c'est une donnée importante et on a même un rôle à jouer dans l'accompagnement du consommateur dans les nouveaux modes de consommation et dans les nouveaux usages. C'est aussi pour ça que l'activité, le développement de l'activité et de tous ces projets-là, en termes de structure, de mise en place d'activités, de projets, comme je vous le disais, notamment sur la logistique, mais aussi des produits qu'on peut proposer, donc vraiment dans le cœur de notre activité de commerçant, ça doit aller de pair pour accompagner nos clients dans cette consommation.
Et le dernier point, je dirais, donc la communication interne, la communication externe, la communication plus marketing client. Et le dernier point, c'est ce que tu disais, Suzanne, c'est la marque employeur. C'est un élément important d'attractivité pour l'entreprise. Toutes ces actions qu'elle mène, elles sont mises en avant, nous, sur les réseaux sociaux, bientôt sur un site institutionnel et sur le site recrutement qui est en cours de refonte. C'est important pour un facteur d'attractivité et notamment pour les jeunes candidats qui sont sensibles à ces questions-là. Ça me fait penser à une question. Vous avez une problématique quand même particulièrement importante à mon sens. Vous recrutez on en quand a même, 800 chez j'imagine, pas mal de développeurs. Donc, on a 800 ingénieurs informatiques chez Cdiscount. Donc oui, c'est une... Voilà, c'est le chiffre que je voulais partager à tout le monde. Je ne savais pas si je voulais le donner ou pas, mais voilà. Et justement, aujourd'hui, l'impact de la marque employeur, il y a deux questions en fait que je voudrais te poser à ce sujet-là. C'est un, est-ce que tu sens un impact particulier où justement, aujourd'hui, tout ce qui est travaillé autour de ces engagements est bon pour la marque employeur et pour l'attractivité de profils dont on sait qu'ils sont particulièrement en tension. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu sens justement, parce qu'on nourrit souvent un certain nombre de fantasmes là-dessus, et que c'est bien de battre en brèche certains clichés. Est-ce que tu sens justement les équipes dev, les équipes informatiques? Oui, d'autant plus qu'elles sont, je dirais, c'est le champ, le nouveau champ d'action de Cdiscount, ça va être ce qu'on appelle le Green IT. Et ça, c'est aussi un projet qui est mené par les équipes qui a commencé. Oui, parce qu'effectivement, en plus, dans cette, on va dire, cette population de salariés, on a des populations plutôt jeunes, donc qui sont aussi sensibilisés à ces questions. Donc, c'est un critère. Ce n'est pas le seul critère qui est important dans le recrutement, évidemment. Un développeur informatique, il a besoin d'un terrain de jeu. Et Cdiscount, en étant leader du e-commerce et avec toutes les données qu'on brasse, c'est un facteur intéressant. Le fait qu'on soit à Bordeaux également, on voit, alors peut-être encore plus après cette crise, qu'on a envie de quitter Paris et de pas être très loin de la mer, par exemple, ou de l'océan en l'occurrence. Donc ça va jouer certainement. Mais moi, je suis convaincue que cette dimension, on n'est pas rentré, on pourra parler de la loi Pacte avec l'entreprise à mission, mais on n'est pas très loin dans les convictions qu'on porte chez Cdiscount. Et je pense que ce sujet d'entreprise à mission est important pour l'image de l'entreprise auprès des candidats et dans la marque employeur. Et que oui, ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie, et notamment pour cette population de développeurs informatiques qui est effectivement en pénurie, qui est une population jeune, qui va être une population encore plus en demande puisqu'on digitalise. Et encore une fois, la crise a accéléré la digitalisation des entreprises, donc on en aura encore plus besoin maintenant. Ça va être un sujet également pour eux, et notamment dans leur propre activité, puisque comme je le disais, on va travailler, nous, sur une réduction, je dirais, d'effet carbone, d'impact de l'activité informatique, notamment des serveurs. Comment on réfléchit à des algorithmes qui seraient moins, demandeurs en énergie pour réduire notre impact également. Oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Et pour revenir juste un petit peu en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des KPI et ce que tu disais, Suzanne, en tout début d'intervention, effectivement, l'audit, c'est aussi important pour savoir faire le constat, de savoir où on en est, et pour aussi se fixer des objectifs pour éventuellement diminuer en fonction si c'est réduction des effets de la production carbone, par exemple, ou augmenter certains points. Il faut un constat, il faut un audit, et nous, c'est ce que nous faisons également chez Cdiscount. Super. Claudine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. Claudine, sur l'importance aujourd'hui des métiers de la communication, tu voulais nous partager plutôt une vision un peu holistique et une approche systémique de ces sujets. Oui, comment tu vois la chose ? Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit précisément. Je vais ajouter qu'à partir du moment où on a l'envie et qu'on décide de s'engager dans l'économie positive, ça va forcément passer par non seulement une écoute
de nos parties prenantes, bien comprendre quelles sont les attentes de nos consommateurs, quels sont les enjeux de nos financeurs, quels sont les risques de transition écologique auxquels on est confronté, etc. Donc ça, c'est déjà une approche, un diagnostic systémique de toutes les parties prenantes. Mais ce qu'il faut maintenant bien avoir en tête, c'est que l'entreprise, elle n'est pas au cœur d'un écosystème. L'entreprise, elle fait partie d'un écosystème. Et toutes ces parties prenantes, elles interagissent les unes avec les autres. Et le rôle du communicant, c'est bien d'arriver à décrypter quelle va être l'influence du citoyen sur le territoire qui, si par exemple je suis un constructeur immobilier, va impacter mes futurs projets de promotion immobilière que je veux mettre en place. Donc, la communication, elle est partout. Donc, elle n'est pas simplement entre l'entreprise et ses parties prenantes, mais également les parties prenantes entre elles, comment elles communiquent, comment elles interagissent, quels sont leurs canaux, quels sont leurs modes, les conversations qu'elles ont, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On travaille par exemple avec Blédina, qui est une entreprise qui a toujours été pionnière sur les engagements, les actions RSE, qui est Bicorp et dans le groupe Danone, et on connaît les engagements, tous ces sujets d'économie positive. Et Blédina, qui vraiment fait, comme Cdiscount fait énormément de choses à impact positif, avec des actions, des résultats, des KPIs à l'intérieur de l'entreprise, entame une démarche comment je vais pouvoir travailler avec mes communautés, pas simplement les parents qui achètent mes petits pots, mais les grands-parents qui sont soucieux de l'avenir de leurs petits-enfants, les jeunes qui sont engagés, pour qu'ensemble, on puisse aller plus loin et vraiment changer le monde. Donc ça, je pense que cette question d'approche systémique, de cartographie est vraiment capitale quand on raisonne économie positive. Et puis, il y a un deuxième sujet qui n'est pas forcément le premier qui nous vient à l'esprit quand on parle de communication, c'est tout ce qui est l'influence dans le sens positif. Vous pouvez tout à fait vous dire au sein de votre entreprise, ah bah oui, j'ai vraiment envie qu'on s'engage vers l'économie positive, mais la tâche peut vous paraître énorme parce que vous avez le sentiment que votre entreprise est polluante, vous avez le sentiment que le marché bouge pas, que vos clients vous écoutent pas, etc., etc. Et moi, mon message, c'est de dire fédérez autour de vous, allez chercher des confrères qui ont la même idée, qui ont la même envie, et qui savent pas trop comment faire. Associez-vous avec des associations, allez voir des scientifiques, des sachants, etc. Donc sur des logiques à la fois, on va utiliser des mots que tout le monde connaît, mais qui peuvent être très pragmatiques, de think tank et de do tank. Comment je vais pouvoir ensemble, avec d'autres, réfléchir à comment changer les choses, expérimenter ces actions, en tirer des résultats, et puis sur cette base, eh bien, on y va et on change et on mobilise autour de nous. Et là aussi, c'est de la communication. Je vais vous donner un autre exemple. On travaille avec Vicat. C'est un gros cimentier français à l'international. Le marché de la construction responsable à 7% des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment hyper polluant. Le ciment au centre vraiment du sujet. Et bien, Vicat a formé un groupe de réflexion où ils sont allés chercher les représentants de toute leur chaîne de valeur, des architectes, des territoires, des promoteurs, etc. Et ensemble, ils réfléchissent quelles actions on va pouvoir mettre en place pour rester productif, parce qu'il y a un enjeu de productivité, et trouver des solutions pour répondre à ces enjeux.
Et moi, je suis convaincue que là aussi, on est dans l'intelligence collective. Alors, on n'est plus que dans l'entreprise, mais cette volonté, je reviens à l'étude, elle est partagée. Les gens ont envie de changer. Donc, trouvons les moyens. Et en tant que communicant, il faut militer, il faut rallier et il faut toujours montrer que c'est possible. Donc, j'aime bien, Élodie, quand tu dis que la communication, elle est sur des faits, sur des résultats. Et pour moi, la communication, elle est aussi sur l'impact. J'ai fait, voilà les résultats et voilà l'impact que ça produit et ce que j'ai amélioré. Et on revient à ta question de départ, Mika, sur les KPIs. C'est sûr que si on se limite à du chiffre d'affaires, de la marge, des euros, on n'aura pas tout ça. Voilà. On n'aura pas réussi. Je suis bien d'accord. Élodie, je me permettrai une autre question qu'on a effleurée, mais dont j'aimerais bien parler. Bon, je rappelle à tout le monde que c'est Discount et dans le groupe Casino. Quel rapport aujourd'hui avec l'actionnaire majoritaire? Quels échanges? Quelle latitude? Quelle émancipation, si tu me passes l'expression? De quelle émancipation vous disposez aujourd'hui vis-à-vis du groupe pour monter tout ça? J'imagine naturellement qu'ils sont informés, mais quel degré de liberté, de quel degré de On a liberté de la chance d'être disposez-vous aujourd'hui pour dans un groupe choisir qui est vos fortement combats et engagé choisir sur ces vos questions-là, thématiques? que ce soit l'aspect environnemental, mais également sociétal. Dans les enseignes alimentaires, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, je rappelle, le groupe Casino, c'est Monoprix, c'est Franprix, c'est évidemment Géant Casino, c'est Vival, c'est Spar, c'est Proxy. Donc voilà, majoritairement des enseignes en France alimentaires, mais également à l'étranger, et pas que. Donc on a la chance d'avoir un groupe qui est très moteur aussi sur ces questions-là. Et de façon globale, au-delà de ces questions-là, sur l'activité, Cdiscount a eu la chance de pouvoir se développer depuis 20 ans, puisque le groupe Casino est rentré au capital au tout début de la naissance de Cdiscount dès 2000 et on est né en 98. Donc Cdiscount a pu se développer en menant ses projets de façon, je ne dirais pas indépendante, puisque évidemment on fait part à l'actionnaire majoritaire de nos projets, mais on a eu quand même une certaine liberté. Et ça s'applique également sur les projets RSE. Évidemment, il y a des liens avec la personne qui est responsable de ces sujets-là au sein du groupe et les personnes qui sont responsables au sein de toutes les enseignes. Il y a et ce qui est intéressant aussi dans le côté collectif, on l'a pour la communication, mais ça c'est également sur les aspects RSE. Il y a des réunions où tout le monde se parle, où tout le monde peut peut parler des projets qui sont en cours. Donc ça peut aussi nous inspirer. Donc ça c'est aussi très enrichissant. Et ça vaut pour plein de sujets. Et donc ça, je pense qu'on est plutôt poussé. Moi, par exemple, au niveau, alors ça regroupe un peu tous nos sujets. J'ai travaillé récemment avec le groupe Casino sur la production de 2 jolies vidéos qu'on a diffusées sur nos réseaux sociaux pour mettre en avant justement ce qu'on faisait au niveau de la chaîne logistique, de notre rapport avec un partenaire qui est Envie, qui est une entreprise solidaire. Donc voilà, nous on a travaillé ensemble là-dessus et c'est aussi très porteur, c'est un soutien. Le groupe Casino est un soutien sur cette dimension-là. Donc il nous laisse la liberté puisqu'en plus on est très chez Cdiscount et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. L'innovation est au cœur de notre entreprise et l'innovation c'est aussi sur ces questions-là. Et quand on crée un incubateur, et ben dans l'incubateur qu'on va faire sur des startups, par exemple, on a créé l'année dernière un incubateur de data marketing pour des startups de data marketing. Dans les critères de sélection, il y avait cette dimension d'économie positive, je dirais, c'est-à-dire l'apport à la société, que ce soit environnemental ou sociétal, par exemple, imaginons des algorithmes non discriminants. Donc ça fait partie, c'est intégré dans ces projets innovants. Et également, quand on fait la semaine de l'innovation, ou c'est plutôt une semaine ou 15 jours, où on donne une semaine aux salariés qui ont une semaine pour travailler un projet innovant, eh bien, c'est souvent, il en ressort des projets qui font avancer justement dans cette optique d'économie positive. Merci.
Rappelons que Et c'est pire que ça, c'est la société, puisque l'algorithme se fie sur les habitudes des consommateurs et c'est eux-mêmes qui créent les biais de l'algorithme. Et même bien alimenter le biais de l'algorithme, c'est très juste. Mesdames, merci beaucoup. Je vais vous demander en guise de conclusion, chacune d'entre vous, de suggérer une action pragmatique, super simple, un quick win, quelque chose d'assez facile à mettre en place, qui se valorise bien aussi parfois auprès d'une direction, parfois si c'est nécessaire. Quelques exemples simples et concrets, sans vouloir tout faire tout de suite, on le sait. On a parlé d'agilité tout à l'heure, il faut prévoir parfois de faire son produit minimum viable, en quelque sorte, en économie positive. Quels exemples concrets avez-vous si c'est des actions concrètes, moi je pense qu'il y en a une très simple qui consiste du coup à partager tout simplement déjà les résultats de l'enquête. Donc c'est un peu facile comme réponse, tu me diras, mais c'est pas grave, j'en ai une autre. Mais voilà, parce que je pense que effectivement cette enquête, en fait, elle a absolument vraiment le mérite d'exister, et je trouve que la manière dont elle a été menée, à la fois avec le Cali, le Quanti, dans le Cali, pardon, le regard d'experts très différent, c'est assez intéressant, et je me dis que finalement, il y a assez peu de patrons ou de patronnes qui pourraient ne pas être intéressés là-dedans et y voir des vertus pour son organisation. Donc ça, c'est assez facile. Et ensuite, une autre action, je pense assez simple aussi à mettre en place, c'est d'initier chacun au niveau de son équipe. Soit c'est un café, soit c'est un apéro, chacun s'adapte à ses habitudes. Mais voilà, au moins initier, lancer la conversation, parce que je pense qu'à la base, ça vient vraiment d'idées simple, et puis au final je crois énormément à l'effet boule de neige, donc de favoriser au moins les premières idées, et ensuite derrière je pense que la suite pourra suivre. Super. Alors merci Suzanne pour l'enquête. Oui, évidemment, je continue et j'insiste. Non, je pense que ce qui est important, c'est que il faut se dire que c'est possible. Donc, si c'est possible, à chaque entreprise de trouver sa clé. C'est pas forcément d'aller définir la raison d'être et de vouloir être entreprise à mission. Ça peut être déjà de imaginer dans les produits qu'on conçoit comment on peut faire de l'éco-conception. Ça peut être de se dire comment je vais en interne engager mes collaborateurs dans cette démarche vertueuse. Donc, la première des choses à faire, c'est de se faire de façon assez simple en disant, bah, tiens, moi, par rapport à mon entreprise, par rapport à mon activité, mon marché, mon niveau de maturité, ce que je connais, par où je pourrais rentrer et quelle serait la porte d'entrée. Et moi, je suis convaincue que quand on commence, on rentre dans un cercle vertueux où tout va s'enclencher de façon très simple. Et donc, de façon très pragmatique, par où rentrer, eh ben, on s'appelle et puis on en discute. Ça sera le plus simple. À votre disposition. Alors, deux points. Le premier point, c'est pas chez Cdiscount le cas, mais si vous avez pour reprendre ce que disait Suzanne, si vous avez peut-être des dirigeants un peu réfractaires qui n'ont pas encore enclenché cette réflexion autour de l'économie positive, eh bien, l'enquête est effectivement intéressante. Il y a à d'autres niveaux, il y a aussi des enquêtes quand on passe par exemple à l'accession des femmes. On sait que les enquêtes prouvent que quand on a plus de femmes représentées, la productivité de l'entreprise et la rentabilité est plus positive. Donc, ce sont des données qu'il faut peut-être rappeler parfois avec des chiffres et des enquêtes fiables comme celle-ci. Donc ça, c'est important, je pense, effectivement, de peut-être en parler. Alors, si vous avez une position auprès au CODIR, c'est l'occasion. Sinon, ça peut être aussi un encart dans le journal interne ou dans la newsletter. On a toujours des petites infos un petit peu marché qui sont intéressantes à diffuser. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a la collecte d'innovation. Et ça, je suis persuadée que dans une entreprise, les salariés sont un vivier d'idées. Et comme je le disais tout à l'heure, ils sont sur le terrain, donc ils voient des choses, ils réfléchissent. Ils ont des solutions aussi pour améliorer leur activité. Et il y a des outils. Nous, par exemple, on travaille avec Brainit qu'on intègre dans l'intranet
ou qu'on peut intégrer autrement ou faire un sondage pour faire cette collecte d'idées innovantes pour améliorer l'entreprise. Et c'est aussi comme ça qu'on peut avancer en faisant cette collecte et en se disant, bah tiens, ça c'est pas mal. Il y a une idée qui est possible, qui est réalisable. Alors, des fois, les idées sont pas toutes réalisables ou raisonnables, mais on peut commencer par une petite idée. Et effectivement, c'est quand on commence, quand on met le pied à l'étrier, ben après, ça entraîne. Et l'effet d'entraînement, il est très important. Si on met la pièce dans la machine, ensuite les gens ont envie de suivre. C'est ça. Je me permets une toute petite seconde, mesdames. N'hésitez pas, cher auditoire, à nous poser vos questions dans l'onglet iDouane à côté du chat. Oui, c'était juste pour compléter cette démarche de commencer. Il est évident que l'entreprise s'engage dans une démarche d'amélioration continue. C'est une trajectoire, c'est une démarche avec ses succès, avec ses déceptions aussi. Donc, mais tout cela, il faut, et en termes de communication, c'est important. Moi, je parle de sincérité. Au-delà de la transparence qui peut être galvaudée, moi, je crois beaucoup à la sincérité de ce qu'on exprime. Donc, on a mis en place. Voilà ce que ça a donné. Je suis sincère. Je suis sincère aussi parce que je suis déçue. Je pensais que ça ferait mieux. Eh bien, comment je vais faire pour que ça fasse encore mieux? Ou je suis sincère, j'explose de joie, je le partage et on fête ce résultat. Mais il n'y a aucun bon élève et mauvais élève. Pour moi, il n'y a que des entreprises qui souhaitent s'engager et avancer. Donc, c'est ça qui est important. Et là aussi, de façon sincère et pas dans du greenwashing ou pour se donner bonne conscience ou en allant, en fait, le XXe siècle a vu la création de toutes les fondations, les mécénats, les bonnes actions. C'était très bien, c'est encore bien aujourd'hui, évidemment, mais je crois que l'enjeu et l'urgence écologique maintenant nous oblige à aller plus loin et à rentrer au cœur de l'activité de l'entreprise. Et on peut plus se limiter à dire mais non, mais ce que je fais à côté c'est bien et puis je continue de polluer et de ne pas tenir compte des générations futures dans la majeure partie de mon activité. Ça marche plus, c'est plus possible. Là-dessus, les réseaux sociaux, de toute façon, ont prouvé qu'on ne pouvait plus tenir une posture schizophrène aujourd'hui et que s'il n'y a pas un véritable alignement entre le discours, la posture et les actions, de toute façon, on ne dure pas. Juste pour finir, du coup, ça me fait penser une entreprise qui, je trouve, c'est bien sûr en plus de ces discounts qui, enfin, du coup, je trouve, non, mais pour de vrai, moi-même, je suis toujours bluffée de la variété des idées qui sont menées chez Cdiscount. C'est une entreprise dans laquelle on sait que l'énergie, c'est une prérogative et ça a plein de vertus. Mais je suis toujours moins bluffée de tout ce que vous sortez. Et je trouve qu'une autre entreprise aussi qui est assez intéressante à regarder, c'est Suez Environnement. Qui a du coup une direction, alors qui constitue une direction de l'innovation sociale ou sociétale, et qui est vachement intéressante parce qu'elle est vraiment dans cette démarche d'écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont tout un plan stratégique sur lequel il y a des sujets sur le recrutement inclusif, des sujets sur justement la formation de leurs clients sur l'insertion, mais il y a aussi derrière vraiment des partenariats aussi au niveau de l'écosystème. Et encore une fois, je pense que vraiment un terme, c'est important dont on n'a pas trop forcément parlé, mais qui était sous-jacent, c'est celui de l'ouverture aussi de notre action dans cette économie positive. Je vous ai partagé dans le chat le lien pour télécharger l'enquête. On pourra également vous partager les slides, mais l'enquête est exhaustive et vous aurez l'intégralité, bien entendu, des résultats. Très bien, merci beaucoup, mesdames. On arrive à la phase de questions-réponses. Pour l'instant, je ne vois que le ciel qui bleuoie et le soleil qui rougeoie. Y a-t-il des questions, cher auditoire? Des choses que vous voudriez qu'on aborde, que l'on précise? Des questions que vous vous posez aujourd'hui par rapport à votre contexte, par rapport à votre orga, par rapport à ce que vous souhaiteriez mettre en place, que vous voudriez partager, avec. Alors, dans les contributions, on peut partager
le témoignage de Valérie Goudot-Guillain, qui parle de Oui. agromousquetaire qui s'est engagé dans une stratégie d'économie positive avec sa filière. Donc, c'est bien, voilà, plus on saura, mieux c'est. Là, on voit qu'en plus, il y a des ONG, des partenaires, des scientifiques. Et là aussi, on en revient à une des premières choses que tu as dites, Claudine, je crois, qui est de penser l'écosystème, ou Suzanne, je sais plus. Penser l'écosystème, avoir une vision complètement holistique, en fait, aujourd'hui de ces engagements. Euh, et, euh, et ne pas être dans cette succession de verticales comme on a pu le voir parfois sur certaines thématiques. On se rendait compte. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier-là. Maintenant, je me suis rappelé que le digital était avant tout une question de verticale pendant des années et des années, et qu'aujourd'hui, le digital est complètement transverse. Et que sous certains aspects, on se rend compte que ces sujets-là, certes, de façon complètement différente, mais on se rend compte que c'est plus l'affaire d'une personne à la RSE, que c'est plus l'affaire d'une personne, mais que c'est vraiment quelque chose qui doit traverser l'entreprise, parce que c'est une donnée non pas de spécialisme, mais une donnée culturelle. Mais d'où le besoin de bien le plugger toujours avec la stratégie de l'entreprise. C'est que tant qu'il y aura un monsieur ou une madame RSE, en fait, ça marchera pas. Parce que tu as raison, enfin, je veux dire, il faut que ce soit complètement. C'est pour eux avec toute la boîte. Et donc, c'est essentiel que ce soit vraiment lié à la stratégie et un des éléments qui l'incarne, mais un des éléments. Et ce qui est positif, c'est que les collaborateurs veulent participer. Donc, c'est pas mon sujet, c'est celui de la RSE ou c'est celui de la direction. Comme on a pu l'entendre, ça existait, hein, faut pas le nier. Mais aujourd'hui, la prise de et cette prise de conscience qui est positive, elle se transforme en l'envie d'agir, de mettre en place des actions, de contribuer. Donc, c'est pas simplement j'ai conscience, j'ai peur, ou j'ai conscience, c'est aux autres de faire. C'est non, moi aussi, je suis responsable et je suis prêt et on va y aller. Et évidemment, c'est avec nos partenaires. Quand je parle de l'exemple de la logistique, on le fait avec nos partenaires fournisseurs de carton, par exemple, qui ont dû travailler et qui ont peut-être gardé cette nouvelle technologie pour d'autres clients, ou avec d'autres partenaires. L'entreprise, c'est une société ouverte, on n'est pas fermé sur nous, et on a énormément de partenaires, on travaille énormément de startups. Et effectivement, on est aussi, je pense, de ce point de vue-là, l'entreprise a un rôle moteur dans son écosystème pour, au sein de son entreprise, mais aussi au-delà, pouvoir porter cette économie positive. Question de Clotilde Michard-Farchi-Robon. Ah, mais on a la question. Une des données de l'enquête qui montrait la connaissance potentiellement insuffisante de qu'est l'économie positive aujourd'hui. Donc, comment faire pour sensibiliser déjà les collaborateurs sur le sujet de l'économie positive, leur faire toucher du doigt ce que c'est, à quoi ça correspond. Vous avez une réponse, quelque chose là-dessus. Alors, leur envoyer un livre blanc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Potentiellement, pour ceux qui s'y intéressent déjà, mais justement pour faire en sorte d'y intéresser potentiellement plus de monde. Alors, moi, je dirais que pour en parler, il faut simplement montrer ce que c'est et leur faire prendre conscience qu'ils sont dedans. Parce que forcément, vous allez voir au bureau vos collègues qui vont venir en vélo, par exemple, et leur dire mais tu sais que tu fais de l'économie positive en venant en vélo, hein, quoi, comment, et puis voilà, on engage la discussion. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est sortir du terme qui peut paraître très abstrait pour certains, pour montrer que tout le monde, et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être à part Trump, mais je vois personne autour de moi qui n'a pas, dans ses habitudes, dit « Ah, j'ai changé, je fais ça ». Après, à chacun sa façon de faire, mais tout le monde change un petit truc et lui dire « Ça y est, c'est parti, toi aussi, tu es dedans. » Ah. Sa coloration est bio, je crois, Donald Trump. Mesdames, un autre point.
c'est d'ironie, bien entendu. Oui, mesdames, c'est un autre par point des de vue, actions concrètes. sensibiliser les Alors, il y a des collaborateurs, actions peut-être, plus, on va Élodie. dire, macro dans l'entreprise, comme des actions projets qui ont été faites. Mais également, par exemple, je donne un exemple tout simple, des ateliers en interne. Par exemple, chez Cdiscount, il y a eu des ateliers sur la selle de vélo. Pour favoriser la mobilité alors plus verte. Donc, alors, à Bordeaux, il y a beaucoup de vélos comme à Paris. Mais et donc ça, ce sont des petites touches. On a fait des challenges gourdes, c'est-à-dire on n'utilise plus le verre en plastique, mais chacun amène sa gourde et après on partage les résultats. Et ce qui est important, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'après il faut communiquer aussi sur les résultats. Donc ce sont des petites actions ça pour l'interne. Et puis on peut imaginer plein de choses. Nous, ce qu'on fait venir également parfois des conférenciers sur des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres, mais c'est aussi moi, ce que j'appelle des aérations sur la société en extérieur qui nous enrichissent pour nous à titre personnel, d'une part, mais aussi pour l'entreprise. Donc, on a eu des personnes qui sont venues dans des startups, des associations pour parler de sujets qui nous font avancer aussi dans ce cadre-là. Juste pour compléter, parce que je suis à l'aise évidemment avec tout ce qui a été dit, je pense que pour les sensibiliser, je rejoins sur ce qu'on a évoqué au tout début, c'est l'exemplarité des dirigeants, et quel qu'il soit, hein, dirigeant, ça ne veut pas juste dire celui ou celle qui est le type de PDG, ni que Comex Codir, top manager, etc. Tout le monde a son rôle à jouer. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi par leurs actions, leurs actes à eux personnellement, qu'on sensibilise aussi du coup à l'économie positive. C'est juste en complément de ce qui a été déjà évoqué, l'exemplarité. Question d'Isabelle Ortiz, que je remercie. L'économie positive, n'est-ce pas un nouveau terme pour parler de RSE? Certainement. Par contre, ce n'est pas la RSE telle qu'elle était appliquée. L'économie positive, c'est bien plus large. D'abord, l'économie positive, on a beaucoup parlé de cette notion d'écosystème. Ça touche les organisations, ça touche les gouvernements, ça touche les territoires, les citoyens, etc. Donc, ce n'est pas la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, c'est bien plus large. Et puis, la RSE, c'est la première étape, c'est la première brique. Mais si je vous donne un exemple très concret, en RSE, on va vous demander de publier des indicateurs, et bien ça s'arrête là. On ne vous demande pas, vous en faites quoi de ces indicateurs, etc. On vous demande, voilà, on publie des indicateurs, c'est bien, mais on ne va pas plus loin. Dans l'économie positive, il y a vraiment la volonté d'être acteur et de changer les choses, de transformer. Oui, il y a cette notion de création de valeur qu'il n'y a pas forcément dans la RSE. Complètement. Oui. Ce que je trouve intéressant justement dans RSE, on l'a souvent un peu opposé justement à l'économie ou à la création de valeur ou aux impératifs catégoriques ou presque liés à la rentabilité économique des entreprises. Ce que je trouve moins intéressant dans l'économie positive, justement, c'est qu'elle vient concilier le fait qu'on doit s'inscrire sur le temps long pour les générations à venir et qu'il faut penser une économie aujourd'hui qui n'est pas faite pour satisfaire les actionnaires ou la bourse dans la minute. Ce n'est pas ça le sujet. Et c'est ça que moi je trouve intéressant. Alors effectivement, que c'était une première brique, une première étape absolument essentielle, les RSE, mais l'économie positive a cela, je trouve, de plus intéressant, qu'elle vient justement amener presque une synergie aujourd'hui entre des impératifs de création de valeur et ceux de... il faut passer la vitesse supérieure. Suzanne, on a... alors, c'est sûr, l'agenda 2030, ça nous paraît super loin. On dit où on sera en 2030, etc. Mais enfin, on le voit tous que si on ne change pas, on va aller vers des catastrophes, vers encore plus de difficultés. Enfin, l'épisode Covid est une illustration, c'est un zoonose, etc. Mais donc, il faut changer. Donc, il faut absolument que ce ne soit pas la charge d'un seul département dans l'entreprise, mais c'est toute l'entreprise qui doit se mettre en mode action. Oui, peut-être juste en complément, c'est qu'effectivement, le distinguo, je le partage totalement, c'est on est de l'intention à l'action.
même s'il y avait quand même déjà des actions, il ne faut pas non plus tout jeter sur effectivement, quand on parlait de RSE. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'économie positive, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est une autre manière, une manière complémentaire de générer de la valeur. Et on le voit bien, si on prend aujourd'hui, alors je fais exprès de prendre l'exemple des startups parce qu'il y en a dans plein de domaines, mais en tout cas, les startups aujourd'hui qui se lancent sur des domaines que je vais qualifier de vertueux, parce que on a parlé de l'écologie, oui, c'est un des pans, mais le social est aussi un autre pan, etc., etc. Quand tu évoquais tout à l'heure le volet data marketing avec data marketing plus green égale quoi, c'est super intéressant. Donc encore une fois, on voit bien que tout ça, ça va générer de l'économie, certes derrière financière, mais qu'on peut juste générer de l'économie financière autrement, en respectant peut-être plus, du coup, la suite de dégénération. Et j'ajouterais que produire, qu'une entreprise soit performante, ça va donner des moyens pour transformer le monde. Parce que si l'entreprise elle n'a pas de moyens, ben on ne fera rien. Alors qu'on voit très bien que quand des grands groupes ou même quand Cdiscount s'engage à changer les choses, il y arrive. Et pour faire ça, il faut qu'il ait des moyens, il faut qu'il ait de l'intelligence, il faut qu'il ait des ressources pour que ces dynamiques positives se mettent en place. Donc, il ne faut absolument pas les opposer, au contraire. Il est 11h25. Nous avons encore le temps pour une question si quelqu'un souhaite la poser, toutefois, si c'est le cas. C'est peut-être une minute si quelqu'un a envie de poser une dernière question. Et merci Isabelle d'ailleurs, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Merci Isabelle pour votre question. C'est le moment. Vous avez été parfaitement clair, exhaustive. Et merci à tous et à toutes. Merci. L'animation. Merci beaucoup. Je vous souhaite une fin de journée. Merci mesdames pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis au plaisir. Bonne fin de journée à tous. Je rappelle à tout le monde que l'enquête est disponible dans le chat via une URL si toutefois vous voulez télécharger le résultat de l'enquête. Bonne fin de journée à tous et merci beaucoup. Au revoir.